avant de rentrer dans les différentes thématiques que nous avons préparées, pour les deux personnes qui viennent de nous rejoindre, voilà, que je remercie pour leur présence, est-ce que vous avez déjà une première réaction par rapport à ce que Frédéric vient de présenter? Qui veut débuter? Oui, enfin, il y aurait beaucoup de réactions parce qu'effectivement... C'est tellement riche. Oui, c'est tellement riche. On parlait de révolution et même d'accélération de cette révolution. Et donc, il est de plus en plus nécessaire de se pencher sur ces sujets et l'impact que l'ensemble de ces transformations peut avoir sur les métiers. Et tous les métiers de l'IT, bien évidemment, du digital, mais pas que. Tous les métiers de l'entreprise et pour l'assurance, société qui traite de l'immatériel et de la donnée en premier chef. Ça concerne effectivement l'ensemble des métiers. Pas un métier ne sera épargné par cette transformation. Oui, pour compléter ce que dit Nicolas, je pense que, et ça a été dit, je pense que la fonction IT dans le domaine de cette révolution numérique est plus vue comme finalement un organe, une fonction dans l'entreprise qui permet d'acculturer, d'animer ces réflexions, mais en aucun cas est la seule impactée par ces révolutions numériques. Et c'est globalement le travail au quotidien de beaucoup d'acteurs de l'IT aujourd'hui dans le monde de l'assurance, qui est d'acculturer les métiers et de les propulser, de leur montrer en quoi ces technologies peuvent révolutionner, faire évoluer le business model d'un certain nombre d'entreprises sur les différents process qui sont au cœur du système assurantiel. Je pensais notamment à l'importance de la donnée, de la lecture qu'on pouvait avoir de la donnée, au-delà de son approche technologique, mais d'un point de vue juridique, économique, ça fait aussi partie des différentes dimensions à s'approprier dans l'exploitation de cette donnée. Oui, on dit souvent que la donnée, c'est l'or noir de nous, assureurs, au quotidien. C'est vrai que, et on sent l'évolution d'ailleurs sur la partie SIGREF, sur l'évolution de ces nouveaux métiers. Les métiers s'intéressent, se désintéressaient avant de leurs données, s'intéressent de plus en plus à la donnée, pour plusieurs raisons. Un, désiloter la donnée dans l'organisation. Quand on parle d'un client, par exemple, quand on va voir le marketing, quand on va voir les équipes de relations clients, de produits d'assurance ou de sinistres, chacun a une vue différente du client. Chacun a une bonne vue du client, mais a sa vue propre à lui dans son écosystème. Le fait de réunir toutes les facettes d'un client donne des opportunités énormes en termes de connaissance du client, de vente, de business additionnel, de relations qu'on a entre différents types de clients dans l'entreprise. Donc c'est vraiment fondamental et il y a de plus en plus de développement de liens entre métiers et IT justement sur cette connaissance et la mise en valeur de ces données. Alors je voudrais intervenir aussi sur la première thématique. On sent qu'il y a une tension sur le marché de l'emploi, notamment le Conseil d'orientation pour l'emploi estime à 80 000 postes finalement le volume manquant chaque année sur ce secteur d'activité. C'est dire l'importance de la concurrence qui fait rage en matière de recrutement, de promotion interne, de passerelles à trouver pour conduire, pour amener sur ces métiers. Alors, on a quelques chiffres également à disposition au niveau de la branche, alors sur le périmètre qui a été défini, nous, par notre propre nomenclature, et qui peuvent peut-être éclairer certains de ces aspects. Voilà l'évolution des effectifs salariés, j'insiste bien, salariés des entreprises d'assurance depuis 2012. Donc il y avait dit 1774 personnes concernées en 2012. Elles sont 11 297 en 2017. C'est une croissance de 4,9% sur 5 ans, à comparer à un léger tassement de 0,5% si on considère l'effectif de l'ensemble des familles de métiers, avec une part dans l'effectif total qui a légèrement cru, puisqu'elle est passée de 7,3% à 7,7% en 5 ans. Si on regarde maintenant le nombre de personnes recrutées, alors recrutées tout contrat confondu, en CDD ou en CDI ou en CDD, là c'est une augmentation de 25% en 2017 par rapport à l'année 2012
et même de 38% si on se réfère au point bas atteint en 2014. Et on voit que depuis 2014, la progression de l'embauche est régulière, avec un taux de CDI qui est élevé, puisque je rappelle que dans l'assurance, en moyenne, toute famille de métiers confondus, il est de 50%. Là, même s'il s'est un peu tassé depuis 2012, on est en 2017 à 76% des embauches qui se font en CDI. C'est une vision de l'évolution des effectifs vue par sous-famille. Alors, on ne va pas vous accabler de nomenclature aujourd'hui entre celle du SIGREF et la nôtre. Constatons simplement le tableau se lit de la façon suivante. 2012, c'est base 100. Et si je prends par exemple la courbe grise, pour 100 collaborateurs qui travaillaient dans la sous-famille production-maintenance, on en trouve 121 en 2017. On ne va pas s'arrêter sur l'évolution de chacune des sous-familles. Un point qui est intéressant, c'est l'explosion de la catégorie autre, puisqu'on passe de 100 à 155. Ça, c'est un signal très intéressant. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus, on n'arrive plus à classer ou à rattacher de nombreux collaborateurs. Et lorsqu'on fait ce même graphique, non pas pour les effectifs au total, mais pour le recrutement, on arrive non pas à 155, mais à 260. Qui est le signe, et qui est un peu la traduction chiffrée de l'explosion effectivement de ces nouvelles... Alors, de deux choses. À la fois l'explosion de ces nouveaux métiers qu'on ne sait plus trop où rattacher, et puis dans le même temps, probablement, le signal que la nomenclature, que la manière dont on classait ces postes en 2012 ne correspond probablement plus à ce qu'il nous faudrait faire aujourd'hui, d'où l'invitation d'un travail à faire, notamment inspiré par les travaux que l'on nous a montrés. Alors, est-ce que, je parle aux entreprises, est-ce que vous reconnaissez peu ou prou dans ce portrait de branche, est-ce que ce sont des tensions que vous constatez également dans le recrutement de vos propres équipes ? Oui, ce sont effectivement des tensions, mais pas tant une concurrence entre les acteurs du monde de l'assurance, puisqu'il y a une très grande porosité, et la question, au fond, c'est plus l'attractivité du secteur même de l'assurance que l'attractivité du digital et de l'IT au sein de l'assurance, puisque aujourd'hui, les nouveaux collaborateurs que nous recruterons sont beaucoup plus volatiles et beaucoup plus prêts à passer d'un secteur à un autre dès lors qu'ils trouveront de l'intérêt et un projet qui correspond à leurs aspirations. Donc la question, elle est beaucoup sur l'attractivité de personnes globalement au sein de nos secteurs de l'assurance et la façon dont nous pouvons valoriser les métiers de l'assurance auprès du marché. Dans un moment où les chiffres montrent une croissance progressive et finalement assez régulière, alors qu'auparavant on parlait de révolution, on parlait de transformation drastique de notre fonctionnement, et on sait que la matière digitale est de plus en plus présente dans une entreprise. C'est difficile de la mesurer, mais juste un chiffre, en un peu plus de 10 ans, on a multiplié par 10 le nombre de flux numériques que nous avons entre nous, assureurs massifs, et l'écosystème, que ce soit les clients sociétaires ou les partenaires de place. On a multiplié par 10 les flux, et dans le même temps, on voit que nos effectifs, bon an, mal an, croissent un peu, etc. Donc, ce qui veut dire que déjà, nous avons conduit des révolutions. Parce qu'il était inenvisageable de se dire que l'on pourrait gérer 10 fois plus et construire et maintenir et faire évoluer 10 fois plus de flux numériques en conservant les mêmes façons de faire et avec le même effectif. Donc au-delà de l'attractivité, c'est la façon dont nos métiers se transforment et la capacité qu'on a à expliquer les métiers, et expliquer les nouveaux rôles, les nouvelles attentes que l'on peut avoir, aussi bien sur les compétences techniques que sur le soft skill dont on parlait, pour pouvoir adresser ces défis qui sont aujourd'hui déjà présents et on le voit depuis quelques années, mais qui vont encore s'accélérer dans les années qui viennent. Peut-être pour compléter, je vais prendre juste un petit exemple de Covea. Donc Covea, c'est l'union de 3 mutuelles, MAF, MMA, GMF, et une mise en commun d'un certain nombre de métiers, dont le métier du système d'information. Aujourd'hui, la DSI de Covea, la fonction IT, c'est 1700 personnes. Dans 10 ans, on perd 60% de nos effectifs. Et ça va aller très très vite.
On a à peu près 300 collaborateurs qui vont nous quitter, départ à retraite, tous les ans. Donc on est dans une pyramide des âges très papy-boom, qui fait que globalement, nous allons avoir devant nous des besoins de recrutement. Vous l'avez signalé, il manque à peu près aujourd'hui 80 000 informaticiens en France. La tendance va s'alourdir d'année en année. Pourquoi ? Parce que tous les grands groupes français, qu'ils soient assurances ou pas, se lancent dans des gros travaux d'investissement. Ça s'appelle modernisation, ça s'appelle fusion-acquisition, ça s'appelle révolution numérique. Et donc il y a une demande très forte de talents informaticiens pour soutenir cette évolution et remplacer donc notre pyramide des âges avec des nombreux départs. En parallèle, les ESN augmentent depuis 2 ans quasiment de 26% leur taux de recrutement. Donc on est devant des années où on va être sur une bataille de talents. Bataille de talents avec 3 leviers pour s'armer face à cette nouvelle bataille. 1, le recrutement. Et je pense que sur la fonction RH, il y a beaucoup d'évolutions à faire dans cette fonction pour être en mesure d'être sur cette bataille des talents. Ça veut dire recruter autrement. L'époque où on faisait du post and press, où on mettait des postes sur nos sites institutionnels, on recevait 10 CV, on les choisissait, c'est fini. Maintenant, il faut aller les chercher. Il faut aller chercher sur leur terre, sur les réseaux sociaux, dans les écoles, les contrats d'apprentissage. Donc, il faut faire l'effort d'aller chercher. Je rejoins Nicolas, il faut présenter aussi nos métiers. C'est des métiers qui sont mal connus, métiers de l'informatique et notamment dans l'assurance. Il faut aussi leur donner envie de rentrer chez nous. Et donner envie de rentrer chez nous, c'est la qualité des projets, c'est le bien-être au travail, c'est leur capacité de leur montrer l'autonomie qu'ils peuvent avoir sur leur poste. C'est aussi de pouvoir maîtriser les évolutions salariales dans un marché tendu avec un profil social aujourd'hui qu'il ne faut pas déstabiliser. Voilà, donc premier levier qui est le levier de recrutement. Deuxième levier qui est un levier aussi de reskilling interne. Toutes ces compétences veut dire que nos collaborateurs au quotidien doivent apprendre et se reformer parce que le monde du numérique arrive avec des nombreuses compétences supplémentaires et le rythme de nouvelles technologies est en train de prendre un rythme, je dirais, jamais vu. Et puis le troisième point, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est la position des partenaires et l'équilibre qu'on doit avoir dans chacun de nos fonctions entre ce qu'on fait en interne, ce qu'on fait avec d'autres et ce qu'on délègue à des prestataires. Et cette évolution et cette pression qu'on a au quotidien sur le temps fait qu'on doit revoir aussi nos dispositifs sur le qui fait quoi au quotidien. Je me tourne vers Frédéric. Oui, il y a beaucoup d'assureurs au SIGREF, mais il n'y a pas que des assureurs. Non, tout ce qui s'est dit, on le retrouve sur beaucoup d'entreprises qui sont, enfin, sur l'immense majorité des entreprises membres du SIGREF. Je ferai simplement une petite précision. La Commission européenne a annoncé qu'il allait manquer presque 1 million de professionnels du numérique, c'est le terme qu'ils utilisent, en 2020 en Europe. En France, vous avez donné les chiffres. Donc la problématique n'est pas que française, elle est vraiment globale sur le terroir européen. Et ça, c'est un problème. C'est d'autant plus un problème qu'aujourd'hui, les écoles, l'enseignement supérieur n'a pas la capacité, même si on les avait sous la main, n'a pas la capacité de les former. Et ça, c'est effectivement, c'est quelque chose qui effectivement pose problème. Couplé, donc du coup, effectivement, le reskilling des compétences en interne devient très important. Et ce qu'on observe, nous, dans les entreprises, c'est aussi un mouvement qui vise à recruter des personnes intéressées par le numérique en interne. Véritablement un gros mouvement, effectivement, pour aller chercher en interne les talents des personnes qui effectivement pourraient venir s'intéresser à la data, s'intéresser à la blockchain, s'intéresser à l'IA, s'intéresser à toutes ces nouvelles technologies et autres. Ceci étant, alors j'ai vu dans votre schéma tout à l'heure qu'il y avait une baisse, par exemple, dans le milieu de l'assurance sur les architectes et autres. Alors, je peux vous assurer que chez nous, il y a énormément d'entreprises qui nous disent, alors vous faites partie de chez nous, je ne tiens pas non plus à m'extraire, il y a énormément d'entreprises qui sont en recherche, d'architectes qui sont en recherche, parce que des écoles d'architectes, ça n'existe pas. Je veux dire, quelque part, un architecte d'entreprise, il a besoin de connaître l'entreprise, son organisation, son fonctionnement, son métier, véritablement, même un architecte technique ou fonctionnel, un urbaniste, typiquement. D'autant plus s'il y a des filiales, donc à ce moment-là, il y a beaucoup d'équipes. Et ça, ce sont des métiers effectivement qui sont en forte tension aujourd'hui et dont on recherche beaucoup. Et là, je rebondis pour terminer sur ce que vous disiez, avec effectivement
baby boom, aujourd'hui, les architectes ne sont pas des hommes jeunes. Ce sont pour beaucoup des hommes qui vont, des hommes et des femmes qui vont effectivement bientôt quitter la fonction. Et derrière le vivier, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde derrière. Donc c'est compliqué. Et puis il y a un dernier point quand même que je tiens à mentionner. C'est comment dirais-je, dans la recherche des talents. Donc là, je parle bien de guerre des talents, même si vous n'avez pas aimé effectivement le terme. Je parle bien de guerre des talents. Néanmoins, il y a tout un vivier effectivement de talents qu'il faut absolument exploiter. Nous aussi, GREF, on a lancé une initiative forte là-dessus. Du reste, hier, nous étions à Bercy avec Mounir Majoubi pour lancer cette initiative, pour travailler sur cette initiative. C'est la place des femmes dans le numérique. Hein. Pourquoi se priver de 50% de nos talents ? Il y a effectivement énormément de jeunes filles, de jeunes femmes qui aujourd'hui pourraient être véritablement intéressées par les métiers du numérique. Alors je ne dis pas que c'est pour les 2 ans à venir, c'est plutôt une vision à 5-10 ans, bien évidemment, mais il faut absolument travailler la communication, pas uniquement en recherche de talents dans les salons professionnels ou les salons étudiants, etc., mais aussi avec les écoles pour changer l'image que le numérique effectivement a dans les écoles, au collège et au lycée, et que les jeunes filles effectivement et leur écosystème, parce que les jeunes filles, c'est aussi effectivement les problématiques des parents, les problématiques des enseignants, les problématiques des personnes qui orientent et tout. Faire changer l'image du numérique pour que finalement, aujourd'hui, dans le numérique, la place des femmes est effectivement extrêmement réduite. Vous avez 48% de jeunes filles qui passent le bac, hein, et il n'y en a que moins de 18% qui, même pas, je crois que c'est moins de 18% qui vont dans les métiers du numérique. En VTS, on tombe à moins de 10%. En école d'ingénieur, il y a des écoles d'ingénieurs qui sont à moins de 8%. Et surtout, c'est que la tendance est toujours à la baisse. Donc il faut vraiment agir à ce niveau-là, parce que vous allez avoir, pour une raison très simple, vous allez avoir besoin de talent. Alors un chiffre, juste un chiffre, oui, dans l'assurance, on a regardé et on a des chiffres qui sont stables. Alors c'est pas, comment dire, on n'est pas sur la parité, c'est-à-dire sur un 50-50, mais pour autant, on est à 27,4% de femmes au sein de la famille des systèmes d'information, bon an, mal an. Donc ça se tient. Avec effectivement une difficulté que vous avez citée, c'est que lorsqu'on a 100 places à pourvoir, pour recruter 50 femmes et 50 hommes, encore faudrait-il trouver sur le marché de l'emploi 50 femmes, s'il n'y en a que 27 ou 18%. Je veux dire que l'assurance est plus sexy pour les femmes que pour les hommes, du coup. Non, mais ce qui prouve bien qu'il faut s'y prendre tôt. Je veux dire, quelque part, c'est pas uniquement une problématique de recrutement à court terme, c'est vraiment une problématique globale sur l'ensemble de l'écosystème économique français, au niveau des entreprises, de faire prendre conscience au plus tôt, de s'investir au plus tôt dans l'éducation des jeunes, d'accord, pour faire comprendre effectivement tous les avantages et tout l'intérêt qu'il y a à travailler dans le numérique. J'aurais une question sur le reskilling dont on vient de parler. Reskilling, on peut l'entendre, reskilling des personnes qui sont déjà dans cette famille de métiers. On peut l'entendre. De l'anglais skill, les compétences, où certains vont décrocher. On peut l'entendre aussi de la démarche d'amener au métier des systèmes d'information des salariés actuels des sociétés d'assurance qui ne sont pas encore dans cette famille de métiers. Lorsqu'on regarde nos statistiques, il y a quand même une caractéristique des métiers des systèmes d'information, c'est que leur turnover externe est plus faible que la moyenne, c'est-à-dire que lorsqu'on rentre, alors visiblement ça change maintenant dans les derniers temps, mais lorsqu'on regarde je dirais les chiffres par rapport aux 14 autres familles de métiers, les salariés en CDI naturellement dans cette famille de métiers restent plus longtemps et quittent moins l'entreprise que les autres. Et puis deuxième caractéristique, s'agissant de leur mobilité interne, c'est une mobilité interne qui existe, mais qui reste à l'intérieur de la famille de métiers informatiques, en tout cas plus que pour les autres familles. Lorsqu'on regarde la porosité, donc on passe d'une sous-famille à l'autre très, très facilement. En revanche, la porosité avec les autres familles de métiers est parmi les plus faibles. Ça, c'est les statistiques une étude qu'on a faite il y a 2-3 ans. Donc par rapport à cette démarche de reskilling, d'abord, si on a bien compris, c'est à la fois l'interne SI, mais également les autres métiers. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur
les autres familles de métiers que vous tentez peut-être d'attirer dans vos, s'il y en a en particulier, dans vos métiers, et peut-être également du mouvement inverse, c'est-à-dire de mouvements de collaborateurs qui éventuellement font le pas vers d'autres familles de métiers. Oui, enfin, effectivement, c'est une bonne question, puisque alors, nous, à Massif, on constate plutôt des mobilités internes qui vont des métiers des systèmes d'information vers les autres métiers de l'entreprise. Et que les DSI sont souvent des pépinières qui forment aux différents process de l'entreprise. Et après, souvent, on a un parcours qui est de DSI vers ce qu'on appelait les MOA, et puis ensuite vers les métiers. On a souvent ce phénomène-là. Effectivement, on recrutait massivement aussi pour servir de pépinière pour les autres métiers de l'entreprise. Aujourd'hui, ça, il faut effectivement réussir à inverser le flux, puisqu'on a besoin, effectivement, on a des difficultés de recrutement, on a besoin de compétences. Il faut l'inverser pour des questions de quantité de ressources dont on a besoin, mais aussi, et je pense surtout, par rapport à la nature du métier qui se transforme. Et ça rejoint aussi le sujet de la féminisation du métier de l'IT et du digital. Pourquoi ? Parce que pendant des années, j'ai compris depuis 1958, si j'ai bien retenu, on a les DSI, le seul objectif, c'était un seul mot d'ordre, automatiser l'entreprise. Et on était sur des métiers, des compétences qui vivaient à industrialiser, à concevoir, à développer, à mettre en production, à suivre, etc., et à automatiser tout ce qu'on pouvait automatiser et à parler beaucoup process. Et les termes que j'emploie sont effectivement des termes qui attiraient plus des talents masculins au travers des écoles d'ingénieurs, et ça a été le phénomène de la préhistoire de l'informatique qui a duré un demi-siècle. Et ce phénomène-là se termine, puisque aujourd'hui, l'ensemble des automatisations possibles ont été faites, et aujourd'hui, aucune entreprise d'assurance, à ma connaissance, se prévaut d'avantages compétitifs sur le fait qu'elle a pu automatiser tel ou tel process. Et donc aujourd'hui, le métier est transformé de telle sorte qu'on passe d'une automatisation des process à une co-création de produits digitaux. Et on change du tout au tout, en termes de compétences techniques d'une part. On n'est plus sur des métiers d'ingénieur et de technicité principalement, mais on est beaucoup plus largement sur des métiers de la création et du design, et de la co-création, et derrière entraînant de nouvelles méthodes d'approche, de design thinking et autres. Et là, on tire des compétences qui sont d'un champ complètement différent d'apprentissage et d'expérience. Et ça nécessite effectivement des compétences tout à fait nouvelles que nous n'avons pas, et un changement de posture et de compétences et de formation qui est tout à fait nouveau. Et c'est en faisant cette transformation-là et cette explication-là, de transformation du métier même, à mon sens, qu'on attirera de nouveaux talents qui seront intéressés non plus à automatiser l'entreprise, mais à co-créer des produits digitaux et à participer à l'expérience client au travers de la digitalisation des différents parcours, différentes relations qu'un client peut avoir avec la Massif en l'occurrence. Donc en passant par des prestataires externes, en interne, en recrutant des jeunes, en recyclant des plus anciens. Un des points qui nous avait surpris, c'est qu'on a le sentiment que le digital, c'est une affaire de jeunes génération Y, voire Z. Et finalement, ce qu'on constate, c'est que les anciens, ils ont quand même appris le changement. Ils ont appris à s'adapter et ils ont vécu tout un tas finalement d'étapes dans la vie et l'évolution des systèmes d'information. Et donc, ils ont appris à éviter les erreurs, à prendre du recul, à savoir gérer des projets, ce que la fougue de la jeunesse ne possède pas toujours. Comment est-ce que tout ça s'articule ? Je pense que nos métiers, Pierre de Rochelle expliquait, nos métiers évoluent fortement. Le reskilling de compétences, en effet, on l'opère à deux niveaux. Prendre l'expérience de nos plus anciens, qui technologiquement sont peut-être un peu dépassés sur des technologies mainframe qu'on cherche à sortir pour aller plus sur des technologies digitales, mais ils ont une expérience métier qui est fondamentale dans la réussite de nos projets. D'ailleurs, dans l'évolution de nos métiers, on considère que quasiment 40% de nos effectifs vont devoir avoir cette double compétence, non plus simplement IT, vraiment technophile, mais métier et IT. Lorsqu'on parle de méthode agile, lorsqu'on parle de design thinking, de lean, etc., on cherche plus des profils de création plutôt que des profils techniques. Et donc on voit, nous, des exemples réussis de transformation de profils qui étaient très techno sur une techno qu'on ne fait plus aujourd'hui, en un an devenir des coachs agiles ou des experts de Scrum parce que c'est plus du tout la même technicité.
Et donc, dans nos métiers de système d'information, la part vraiment très technique d'expertise devient de plus en plus faible, et on a de plus en plus de doubles compétences, et métiers et IT. C'est quelque chose qui se généralise aussi dans d'autres secteurs d'activité, et notamment dans les liens que les spécialistes des systèmes d'information, donc avec cette définition donc, que vous redonnez, entretiennent avec les autres métiers de l'entreprise. Il y a une prise en considération qui est beaucoup plus forte. Ah oui, tout à fait, clairement. Mais il y a beaucoup de métiers de toute façon maintenant qui nécessitent ces compétences, ces connaissances du métier, ça c'est clair, de toute façon. Et puis de l'autre côté, la semaine dernière, lors du colloque, justement, je crois que c'était Jean-Christophe Lalanne, le DSI d'Air France, qui disait il faut aider nos dirigeants à comprendre l'architecture. Hein, donc ça veut bien dire, sous-entendu les managers aussi, managers métiers, bien évidemment. Donc ça veut bien dire qu'effectivement, il y a cet échange de connaissances. Alors je dirais peut-être pas compétences, mais en tout cas de connaissances doit se faire effectivement des deux côtés. Alors, on est aussi dans une évolution aussi particulière parce que, certes, il y a le baby boom et autres, mais aussi il y a des choix technologiques qui font qu'on a besoin de moins de certains types de métiers. Le cloud, par exemple, fait disparaître les data centers. Il y a toute une partie de la production, effectivement, qui est en train de se transformer profondément avec l'avènement du cloud. Il faut, cette fois-ci, reskiller bien toutes ces compétences, véritablement. Là, il y a vraiment une action à mener là-dessus. Je fais juste un parallèle avec ce que Michel nous a présenté tout à l'heure, c'est que dans cette problématique de coordination des différents acteurs qui doivent œuvrer ensemble, il parlait d'apprendre le métier de l'autre pour comprendre ses attentes, ses besoins, mieux faire connaître son propre métier en tant que ressource pour l'autre, dans des équipes pluridisciplinaires, en mode projet, mais tous tendus vers un même objectif. Ça fait partie des choses qui aujourd'hui caractérisent de plus en plus l'entreprise collaborative. Oui, c'est aussi un autre phénomène de passage de l'automatisation à la co-création, c'est qu'effectivement, on est moins en moins dans la spécialisation et plus en plus dans la pluridisciplinarité. Alors on explique effectivement, c'est d'abord les équipes qui doivent être pluridisciplinaires, mais derrière des équipes pluridisciplinaires, ce sont aussi des personnes qui effectivement collaborent mieux et sont capables d'acquérir des compétences, au moins des connaissances très diverses et variées. Ce qui, paradoxalement, facilite l'introduction de nouvelles compétences. Parce qu'on parle avec plein de noms barbares du digital et chaque mois, on invente un nouveau concept. Mais il est de plus en plus facile de rentrer dans ces métiers du digital. On voit beaucoup d'initiatives, par exemple, sur des parcours difficiles, des jeunes en difficulté, des reclassements. On s'aperçoit que des initiatives portées par des associations, des fondations, ont des résultats très prometteurs sur les reformations ou les formations de personnes en difficulté sur ces métiers du digital. Ce qui était beaucoup plus difficile dans les métiers classiques d'automatisation, qui étaient beaucoup plus ardus et qui étaient beaucoup plus difficiles d'approcher. Donc, paradoxalement, les métiers sont de plus en plus difficiles à expliquer, mais si on rentre dedans et on les expérimente, on s'aperçoit qu'on a des réussites de reformation beaucoup plus fortes. Parce qu'on arrête de vouloir spécialiser à outrance. On était dans des schémas où la progression était plus j'étais expert, plus on me spécialisait, donc moins on me demandait d'élargir. Et quand j'étais vraiment spécialiste et expert dans mon domaine, on me disait à partir de maintenant, tu deviens chef. Donc c'était un peu le système qu'on a eu dans nos entreprises pendant des années. Donc passer de ce système-là qui visait à supprimer dès qu'on voyait un spécialiste et le transformer en chef pour qu'il arrête de travailler sur quoi il avait des compétences, passer à un système beaucoup plus horizontal avec des compétences santé où on dit effectivement que chaque collaborateur a sa compétence historique sur laquelle il a un ancrage, mais constamment il cherche à élargir sa compétence pour faire en sorte qu'il soit capable d'être dans un environnement pluridisciplinaire. Mais ça veut dire derrière changer aussi nos systèmes de reconnaissance, changer aussi nos systèmes d'évaluation. Et là, il y a un travail avec la RH qui est fondamental, qui est reprendre les racines même de la fonction RH pour l'ensemble de ces métiers-là. Un DSI, je réagis par rapport à ce que vous dites. L'un de vos collègues me disait, une des problématiques que j'ai aujourd'hui, c'est de changer la mentalité du passage de chef de projet à manager. Tous les chefs de projet veulent devenir manager. Oui, mais pourquoi ? Parce que manager, c'est autre chose, quoi. On monte d'un cran, donc c'est vraiment effectivement cette problématique. Et ça, du coup, Sauf que le métier de management est un métier qui, comme le métier de la gestion de projet, va évoluer et évolue très fortement. C'est-à-dire qu'on était historiquement sur des parcours de carrière où en effet le manager était le sachant, le meilleur sachant. D'ailleurs c'était l'expert, c'est pour ça qu'il avait ce poste de management. Et d'ailleurs son rôle était de recevoir les commandes des autres directions
de les comprendre, de répartir l'activité sur l'ensemble de ces équipes, de contrôler l'activité, de remonter les résultats et de redéployer les résultats. Ce mécanisme-là est aujourd'hui, je dirais, de plus en plus derrière nous. Le manager est beaucoup plus en situation maintenant d'accompagner ces équipes, de les coacher, de les guider, n'a plus de rôle de distribution du travail. D'ailleurs, il n'est beaucoup plus sur le quoi, ni sur l'aspect production, il est plus sur le comment. Il est plus sur le développement des savoir-faire. Donc le rôle du manager et cette filière de management est complètement mise à mal, avec peut-être même une réduction d'ailleurs, est-ce qu'on nous constate sur le terrain aujourd'hui, une réduction du nombre de managers parce que leur métier évolue. Mais excusez-moi, je vais réagir là-dessus aussi. Ce que je vois, c'est qu'en fait, on dit plein de choses concernant les managers, l'évolution, le reskilling, les nouvelles technos, etc., que c'est accessible effectivement à tout le monde. Et pourtant, quand vous interrogez des étudiants, quand vous interrogez des jeunes sur l'informatique, le numérique des grands groupes, l'informatique des grands groupes, l'image, et malgré tout, on a vraiment beaucoup de mal à vendre ça, à le montrer à l'extérieur. Je prendrai qu'un exemple. L'année dernière, j'ai coaché 4 étudiants de Télécom Paris Tech. Quand je leur ai posé la question au début du stage, quelle est l'image que vous avez de l'informatique des grands groupes ? Elle était, d'abord c'était un grand point d'interrogation, et ensuite de ce point d'interrogation, ils en ont déduit des choses qui étaient extrêmement négatives. Grand groupe, donc lourd, certainement pas innovant. Enfin, finalement, ils n'en savent rien. D'ailleurs, on ne leur enseigne pas véritablement, malgré toutes les rencontres qui peuvent se faire entre des écoles et les entreprises. Dans leur stage, ils devaient interroger une dizaine de DSI. Le lendemain du premier interview, j'ai reçu des appels de l'un qui me dit « mais on n'imaginait absolument pas ce qu'il y avait derrière. Là, on nous a parlé d'intelligence artificielle, de blockchain, d'architecture, on nous a parlé de plein de choses qu'on ne nous a jamais dit que ça existait véritablement. On pensait qu'effectivement, ce n'était pas aussi attractif que ça. Et l'effet qui se coule, c'est que quelques semaines plus tard, il y a même des condisciples à ces stagiaires qui m'ont appelé en me disant « mais bonjour Monsieur Lo, un tel m'a dit qu'effectivement, c'était super intéressant. Vous pourriez m'expliquer comment ça fonctionne dans un grand groupe parce qu'apparemment, il y a des choses à faire. » Donc c'est peut-être aussi une autre façon de communiquer vis-à-vis des étudiants, mais ça pose vraiment le problème de l'image que les entreprises, effectivement, ont, en tout moins que les systèmes d'information ont auprès des écoles d'ingénieurs. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais du rôle du directeur marketing de la DSI, enfin du responsable marketing de la DSI. Clairement, ça fait partie de ça. Oui, mais effectivement, les jeunes croient en moins aux promesses qu'on peut leur faire, enfin, ce ne sont pas les seuls. Donc effectivement, c'est plus la réalité de ce que nous faisons et c'est plus l'expérimentation qu'ils feront et les expériences qu'ils vivront qui feront qu'effectivement ils comprendront. Donc on peut leur expliquer beaucoup de choses. Je pense que la première chose à faire, c'est d'appliquer à nous-mêmes tous les principes. Et ça va effectivement extrêmement vite. Au sein de la Massif, on a transformé la direction informatique et les directions digitales il y a 1 an et demi seulement, pour mettre en place une organisation horizontale, pluridisciplinaire, à base de principes agiles. On a effectivement horizontalisé l'organisation, on a diminué le nombre de managers par 2 pendant cette période-là, pour redonner le pouvoir à ceux qui font plus qu'à ceux qui pensent, pour rentrer dans cette logique d'expérimentation et de design des applications. Mais après, ça prend du temps. Derrière nous, c'est 50 ans de strates d'organisation qu'il faut transformer, qu'il faut modifier. Et derrière, effectivement, qu'il faut aller expliquer. C'est l'occasion aussi de table ronde, expliquer ce qui se passe et d'ouvrir. C'est une bonne chose. Ces initiatives sont une bonne chose. Expliquer les transformations qui se passent dans l'entreprise, parce qu'auparavant, ça se faisait sur plusieurs années. Maintenant, ça se fera sur plusieurs mois. Et les jeunes ne réagiront, et pas que sur la réalité des transformations et ce qu'on peut effectivement leur proposer comme expérience. C'est un des points aussi qui nous a marqué dans nos travaux, c'est que dans le même temps qu'on disait que les métiers se renforçaient sur leur technique, avec de plus en plus de zones de spécialisation qui vont peut-être devenir des métiers à part entière, une fois qu'ils ont retrouvé un périmètre d'une certaine stabilité. Mais dans le même temps, comme il y a de plus en plus d'importance accordée à ces fameuses compétences comportementales, et qu'on les appelle toujours derrière la même dénomination situationnelle, cognitive, pédagogique, intelligence de situation et autres, on a le sentiment que, comme on les décrit avec un vocabulaire relativement pauvre, mais toujours le même pour tout le monde, finalement tout le monde fait le même métier. Donc déjà, j'ai le sentiment que dans les métiers de l'informatique ou des systèmes d'information, l'image populaire, c'est toujours à peu près le même format de geek à cheveux longs.
en tout cas dans ces premières années. Du coup, ça demeure, alors que dans la réalité d'exercice, il y a peut-être moins de possibilités de s'identifier par rapport à un métier qui aujourd'hui ressemble de moins en moins à ce qu'on a pu connaître il y a quelques années. Et du coup, il y a peut-être des rôles à redéfinir, c'est-à-dire aller davantage vers une définition de ce que l'on fait par la finalité de sa contribution. Alors, oui, tout à fait. Au niveau européen, en fait, on a travaillé. Donc, moi, j'ai travaillé sur l'élaboration du référentiel de compétences. Et là, on a livré, c'était au mois de mars l'année dernière, un référentiel de rôle. L'idée, au départ, c'était de faire un peu comme la nomenclature du SIGREF, de faire une nomenclature de métier au niveau européen. Alors, déjà avec le groupe RH du SIGREF, c'était quand même compliqué, même s'il y a du consensus, ça discute beaucoup quand même, hein, je vous le dis tout de suite. Alors quand vous vous mettez à discuter avec un Anglais, un Allemand, un Hollandais, un Italien, un Espagnol, pour pouvoir effectivement agréger et avoir une définition commune, c'est un peu compliqué. Néanmoins, on avait réussi il y a quelques années à faire une première proposition à la commission de définition de métier. Et au fil du temps, donc ça c'était en 2015, pardon. Et en fait, en 3 ans, lorsqu'on a voulu mettre à jour cette définition qui n'était une sorte de POC, hein, un premier exercice. En 3 ans, on s'est aperçu que finalement, c'est notamment nos collègues italiens qui nous disent, nous, on ne raisonne plus en termes de métier, on raisonne en termes de rôle. Pour moi, ça m'a ouvert un petit peu l'esprit. Ça veut dire quoi un rôle? En fait, ils expliquaient, ce dont ils ont besoin, c'est quelque chose en fait, entre le métier et la compétence. C'est une brique intermédiaire qui leur permet de construire des métiers. Ils disaient, alors, du coup, ça devient très utile pour la PME, par exemple, qui a besoin d'articuler plusieurs rôles. Donc, un rôle d'architecte, mais aussi un rôle de chef de projet, mais aussi un rôle de responsable sécurité, mais aussi un rôle etc. Donc, on a bâti un référentiel de rôles qui, aujourd'hui, reprend à peu près une trentaine de rôles et qui permet justement de construire des métiers. Et nous, au SIGREF, on se pose clairement la question à un moment donné, enfin en tout cas j'en ai parlé l'année dernière en réunion, lorsque j'ai présenté les résultats, on s'est posé la question de savoir si on n'allait pas, je ne dis pas qu'on le fera, mais si on n'allait pas effectivement redéfinir les métiers du SIGREF à l'aune de ces rôles, c'est-à-dire reconstruire en fait... pour une raison très simple, hein, c'est que si à un moment donné un métier évolue parce qu'un des rôles vient à changer, ça devient beaucoup plus simple à le faire évoluer. Et donc on répond effectivement à une problématique temporelle qui s'amenuise de plus en plus, hein, clairement. Donc, Et c'est ce que nous constatons sur le terrain, c'est que les métiers sont moins en moins facteurs de reconnaissance. Et ce qui intéresse de plus en plus les personnes, et pas que les jeunes, c'est dans ce monde si changeant, ce sont plutôt les expériences qui sont une combinaison de rôles qui peuvent changer au gré des opportunités, des possibilités, des évolutions des produits, des évolutions des directions, etc. Lapierre, vous voulez réagir on constate de plus en plus, aujourd'hui, entre la DCEisation de nos organisations, des DSI qui, je dirais, montent de plus en plus sur la partie métier, qui n'était moins jusqu'à présent. On constate, et avec la poussée des méthodes agiles, une vraie porosité, voire même une interpénétration, je dirais, des métiers entre eux. Et je dirais que c'est un vrai bénéfice, ça. Et cette poussée digitale, c'est un vrai vecteur de transformation par justement la multiplicité des rôles qui collaborent tous ensemble autour de ces projets. Et on constate de plus en plus des collaborateurs qui changent de rôle au fur et à mesure de leur carrière, au fur et à mesure de leur projet, et ont justement cette richesse de compétences capable de jouer, je dirais, plusieurs instruments pour pouvoir coopérer notamment dans le cadre de projets agiles. Et ça, c'est une vraie tendance de fond, et c'est une tendance de fond en plus qui est recherchée par les collaborateurs. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette logique de compétences, mais avec des métiers qui se redéfinissent, avec des assemblages de blocs de compétences qui ne sont pas forcément les mêmes et qui évoluent au fil du temps. Puis une notion qui est intéressante aussi, c'est de se définir par rapport aux responsabilités que l'on exerce et pas nécessairement par rapport à d'autres systèmes de reconnaissance qui aujourd'hui sont peut-être majoritaires dans nos entreprises. Tout à fait. Alors c'est pareil, c'est issu des réflexions qu'on a menées au niveau européen. Dans le référentiel de compétences, on a des niveaux de compétences de 1 à 5. Et au début, on a fait ce qui se fait dans tout référentiel, prendre des niveaux par seniorité, débutant, confirmé, expert, etc. Et c'est ce qu'il y a dans la plupart des référentiels aujourd'hui, enfin dans l'immense majorité des référentiels.
Et alors déjà, on a eu un problème parce qu'on n'était pas d'accord sur c'est quoi un débutant, c'est quoi un confirmé, c'est quoi un expert, etc. Déjà, ça, culturellement parlant, ça nous posait des problèmes. Et ensuite, on s'est aperçu que, comment dirais-je, finalement, quand on définit une compétence, c'est pas la seniorité qui est important, c'est le niveau de responsabilité sur le domaine, dans lequel elle s'exerce. Et donc on a introduit effectivement ça. Donc on a introduit ce niveau. Les niveaux ne sont pas des niveaux de seniorité, mais des niveaux de responsabilité. Donc du coup, on peut avoir 40 compétences et n'avoir que 40 compétences. Par exemple, cette année, là, on est en train de travailler sur la version 4. On va introduire une compétence en data analyse. Et en fait, suivant le niveau de responsabilité, eh bien, cette compétence peut être très bien utilisée par un data analyst, mais aussi par un chief data officer. Mais effectivement, et donc elle peut effectivement être utilisée comme ça. Et ça, je pense que c'est une évolution majeure, effectivement, dans le mode de pensée sur comment est-ce qu'on repense le rôle, je reviens sur le rôle effectivement des collaborateurs et la responsabilité qu'ils ont effectivement par rapport à la tâche qui peut être effectivement très changeante. Et donc dans ce cas-là, avoir des niveaux par rôle, par responsabilité devient extrêmement intéressant, d'autant plus si on utilise des rôles. Tout à fait. Je pense à un contexte particulier d'exercice qui a énormément évolué, c'est qu'aujourd'hui, je crois que c'est vous qui me disiez que finalement, dans les relations avec les prestataires extérieurs, aujourd'hui, plus de 50% des applicatifs étaient tenus par des prestataires externes, ce qui veut dire qu'en interne, il y avait une redéfinition du rôle de gestion des partenariats, management des partenariats, qui est une autre forme de management. On connaît celui des hommes, des organisations, des projets, des partenariats. Comment est-ce que se redéfinissent les frontières entre l'entreprise, l'interne et les métiers à l'intérieur de tout ça? Alors, je l'expliquais tout à l'heure sur la partie guerre de recrutement, guerre des talents. Le positionnement, on le voit, des DSI est en train d'évoluer. D'une DSI qui était très, en effet, automatisation, je conçois, je développe, j'exploite, qui était très orientée, beaucoup dans le monde d'assurance d'ailleurs, sur du développement spécifique. On voit ces DSI qui montent de plus en plus sur un autre étage, collaboration métier IT, faire plus vite, une poussée sur des nouvelles méthodes de travail. Ça a un impact direct sur les relations qu'on a avec nos prestataires. On utilise à peu près 45% de notre force vive sur de la prestation externe. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on se repositionne au quotidien sur finalement où sont nos facteurs clés différenciants. Où est-ce que je veux faire le savoir, je le fais en interne. Je le fais en interne parce que je pense que c'est un facteur clé différenciant dans l'entreprise. On parlait de la data par exemple. C'est un des sujets qu'on considère comme étant un sujet interne où il faut qu'on mette nos collaborateurs, il faut qu'on mette notre force de frappe. Le digital également en fait partie. D'autres points sur lesquels on se dit on va plutôt le faire avec, c'est-à-dire plutôt que de... Il y a quelques années, développer un produit de gestion de produits d'assurance ou de gestion de sinistre en interne ne posait de problème à personne. Aujourd'hui, voire même demain, on a des plateformes qui sont capables, dans le PaaS, dans le cloud, qui sont capables de faire ça. Donc est-ce que je mets des collaborateurs pour faire du développement spécifique, pour au mieux faire la même chose que les autres, ou est-ce que je le mets vraiment sur des sujets d'innovation et facteurs clés différenciants? Donc la deuxième relation avec les partenaires, c'est utiliser de plus en plus le cloud et les plateformes pour des systèmes de paye. Nous, on avait un système de paye qui était fait en développement spécifique. Quel est l'intérêt pour nous d'avoir un système de paye où je mets une dizaine de collaborateurs en développement spécifique? Aucun. Donc on a fait le choix de la plateforme. Et ce choix de plateforme nous permet en plus d'intégrer dans les équipes des personnes qui ne sont pas forcément informaticiens. C'est des personnes qui viennent du métier RH, qui font partie maintenant de la force IT et qui paramètrent cette plateforme. D'où l'explosion d'ailleurs des vendors managers, des contract managers, etc. Parce qu'il faut gérer contractuellement, par contre, cette dépendance aux plateformes. Et puis le troisième point, nos partenaires externes qui nous accompagnent pour nous fournir des bras, de la matière intellectuelle sur lequel, là aussi, les frontières évoluent. Quand on parle d'agile, les mécanismes de suivi d'un prestataire dans un mécanisme agile n'est plus du tout le même. Donc là aussi, on a des nouvelles compétences, contract managers, qui doivent développer la façon dont on pilote un prestataire dans le mode agile. Et puis je dirais le dernier point de transformation, c'est peut-être moins de prestataires et un peu plus de partenaires. Le mode agile, même chose dans nos relations avec les métiers, on abandonne un petit peu cette relation contractuelle, on est moins sur du contrat, on est plus sur de la collaboration. On fait la même chose avec nos prestataires qui deviennent des partenaires, donc un peu moins nombreux, parce qu'un partenaire, ça s'entretient, et qui deviennent des partenaires dans notre développement agile et dans notre transformation agile du quotidien.
ce qui est marquant, alors pour les personnes qui étaient là le 16 octobre dernier, lorsqu'on faisait un focus sur les métiers de la logistique et de l'environnement de travail, c'est qu'on a entendu exactement la même chose. Ceux qui étaient là, qui se souviennent, de toute manière, on a la vidéo, donc on peut vérifier assez facilement. On avait exactement le même discours. Donc de nous dire, on fait de plus en plus appel à des partenaires extérieurs, alors pas des prestataires ou des sous-traitants extérieurs, on nous a bien parlé de partenariat, c'est-à-dire qu'il y avait une logique de collaboration et de lien beaucoup plus fort, ce qui permet de se recentrer sur d'autres types d'activités, et notamment la gestion des contrats. On avait notamment l'exemple d'une entreprise, Allianz en l'occurrence, qui nous expliquait qu'ils étaient passés de je ne sais pas combien de dizaines de contrats avec des prestataires extérieurs à 130, des centaines de contrats à 2 contrats au niveau du groupe. Et ce qui avait généré en interne, finalement, le métier de manager de contrat ou de manager de partenariat, avec derrière un profil de compétences radicalement nouveau. Et pour autant, ce n'est pas parce qu'on externalise un certain nombre d'activités qu'on doit perdre la main et la maîtrise de ce que ça contient à l'intérieur. Enfin, j'ai le souvenir, notamment lorsque j'étais responsable formation, d'avoir des acheteurs qui étaient venus me voir pour me dire on a besoin de se former sur telle machine offset parce que pour acheter de la prestation de reprographie, on a besoin de savoir comment ça fonctionne. Donc il y a toujours de la compétence métier, mais qui s'exerce dans un contexte qui est différent de celui qu'on a pu connaître antérieurement, parce qu'il ne s'agit pas de faire, mais de piloter l'activité. Donc c'est intéressant de retrouver en filigrane dans différentes familles de métiers, je suis sûr qu'on pourrait en retrouver bien d'autres. On verra, dans un an, on parlera des métiers de l'indemnisation et notamment du case manager, celui qui pilote l'activité de trouver une solution à l'assuré qui n'a pas eu de chance. Je suis sûr qu'on retrouvera cette même logique transversale. Mais vous avez, dans la logique transversale, vous avez de toute façon tout un ensemble de compétences, ou de compétences qui sont à minima sensibilisation sur tous les métiers. C'est la sécurité, c'est l'éthique, c'est le juridique. Même un développeur doit effectivement avoir un minimum de compétences juridiques. Si c'est un développeur open source, il faut qu'il soit conscient des modes de licensing qu'il va utiliser par rapport au module open source qu'il a récupéré. Voilà, et donc un minimum c'est ça, licence contaminante ou autre. J'ai dit donc éthique, sécurité, donc juridique, réglementaire aussi. Il faut que lui aussi, effectivement, quand il développe, comme on ne développe plus automatiquement avec des spécifications, notamment en mode agile, avec 300 pages de spécifications et autres, on a quand même pas mal évolué. Donc effectivement, toutes ces compétences deviennent transverses et c'est tous les métiers qui sont irrigués par ces compétences de base, en fait, véritablement. Alors après, c'est surtout la sensibilisation. Et ce qu'on observe aussi, c'est que ces compétences de base, finalement, elles sortent de la DSI pour aller aussi vers tous les métiers qui sont à la frontière. Les partenaires métiers, en fait, c'est véritablement qui, eux aussi, se les approprient. Les anciennes maîtrises d'ouvrage, par exemple, elles sont très... Tous ceux qui travaillaient sur les anciennes maîtrises d'ouvrage, typiquement, ils ont besoin effectivement de ces compétences. Je vois l'heure qui tourne. Peut-être le mot de la fin. Je me tourne vers Monsieur de Barochet. Un dernier point, notamment pour attirer vers les métiers des systèmes d'information. Oui, pour attirer vers les métiers des systèmes d'information, le constat qu'on fait, c'est que nos sociétés ne recruteront plus demain des informaticiens ou des experts digitaux, parce que ces compétences-là iront vers des sociétés comme Google, Amazon ou autres. Et donc nous devons redéfinir nos modes d'attractivité autour des fondamentaux de nos métiers. Et qu'au fond, dans les démarches d'aujourd'hui de pluridisciplinarité, de co-construction, et d'équipes que l'on met en place et qui, pour casser les barrières MOA, MOE qui ont servi mais aujourd'hui ne servent plus, on est capable d'attirer des talents qui travailleront à la réussite de l'assurance, quelles que soient nos formes de compagnie ou de mutuelle d'assurance, mais la réussite de l'assurance et la création de nouveaux produits, nouveaux services face aux enjeux colossaux du marché de l'assurance. Donc la question, c'est plus le marketing des métiers de l'assurance, pour attirer des talents qui participeront à la co-création en mêlant business et techno aux produits digitaux de demain dans l'assurance. Frédéric, un mot conclusif ? Un mot conclusif, mais je reviendrai sur ce sujet-là.
Je pense que la problématique effectivement d'attractivité est une problématique qui doit se penser, y compris pour une entreprise à moyen long terme, pas uniquement à court terme, dans effectivement une optique véritablement stratégique. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il y a tout un vivier de futurs talents avec les jeunes filles qu'il faut absolument s'impliquer sur ce sujet-là. Je suis d'accord. Vous allez manquer de talent. Non mais je reviens là-dessus. Vous allez manquer de talent. C'est pas uniquement une problématique d'égalité, certes, d'accord, mais c'est aussi parce que vous allez manquer de talent. Véritablement. Or, il y a plein de jeunes filles qui seraient certainement intéressées à travailler dans ces métiers et qui répondraient effectivement à ce lack of talent. Monsieur Lapierre. Déjà, merci de nous avoir invités. Je pense que vous l'avez dit, c'est peut-être la première fois que la fonction IT est invitée dans l'Observatoire des métiers de l'assurance. 2002 la fois d'avant. 2002, oui. 2002. Ce qui montre bien que le poids de cette fonction au niveau de l'assurance devient déterminant. Hein. On était peut-être vu quelquefois comme un mal nécessaire dans une entreprise d'assurance. On est de plus en plus cœur business. Et de plus en plus cœur business veut dire de plus en plus avec les métiers et de plus en plus en interlocution avec les métiers. Et nos métiers se transforment. Nous sommes beaucoup moins des experts techniques, il en reste, il en faut, mais beaucoup moins, et beaucoup plus des assembleurs de solutions permettant de faire évoluer des nouveaux services, des business models, etc. Et face à ces travaux-là, on peut attirer des talents venant de domaines complètement différents et pas forcément des pointures informatiques technologiques. On a un petit peu glissé sur l'horaire, mais est-ce qu'on peut prendre quelques questions de la salle, le cas échéant? Oui. Alors, une question ou une remarque? Non, une question. En fait, par rapport à ce que vous avez développé, notamment sur un vivier qui serait les jeunes femmes, combien de DSI femmes dans l'assurance? Parce que pour pouvoir s'engager dans un métier, il faut pouvoir se projeter. Quelles sont les féminisations des métiers du digital pour les femmes? Parce que ça aussi, c'est important pour se projeter. Il faut pouvoir s'y installer. La fonction fait partie aussi, la fonction féminisée en fait partie. Donc combien de DSI? Alors, je suis très embêté parce que je n'ai pas les chiffres pour l'assurance. Par contre, sur les 150 entreprises du CIREF, il n'y a que 8 DSI femmes. Ou 10 peut-être. J'ai un doute tout d'un coup. Vous voyez, mais en tout cas, c'est vraiment très très peu. Ça change peu. Oui, mais c'est dramatique quelque part. Donc, quant au taux de féminisation des équipes IT, il tourne à peu près entre 20 et 30%. Je crois, donc c'est à peu près entre 20 et 30%. J'ai une entreprise en tête qui a 33, mais je crois que c'est vraiment une exception. 32. 32, voilà, donc c'était pas vous. Hein. Donc vous êtes une deuxième exception. Mais c'était effectivement élevé. Je me souviens d'un DSI, quand on a commencé nos réflexions sur effectivement la mixité dans l'IT, un DSI qui me disait, je suis un peu embêté parce que dans mon entreprise, on a 60% de femmes et dans l'IT, je ne suis qu'à 20%. Donc à 60,3% sur la branche assurance de femmes, hein, c'est les chiffres qu'on a publiés il y a 2 mois, et dont 27,4% dans la famille des systèmes d'information. Après, il faut regarder plus dans le détail au fil des ROMA comment la chose a évolué. On pourrait travailler sur le dossier. Alors on est stable dans l'assurance. Une bonne nouvelle, c'est que les DSI vont disparaître. Le métier se transformant tellement, comme on a pu l'expliquer, le métier même de DSI va disparaître. Ce métier qui consistait à industrialiser, automatiser. Et va prendre le dessus, mais je dis ça très rapidement. C'est une question de mois, de semestre. Aujourd'hui, l'accélération est telle que dans nos métiers, on le voit bien, et c'est à ça qu'il faut travailler, et c'est à ça qu'il faut se préparer, de faire en sorte que le digital, et donc toute cette notion de co-création, prennent le dessus, prennent le pas sur tous les métiers de l'automatisation. Et puis dans l'assurance, tous les métiers du digital ne sont pas dans les DSI. Et si on regarde des familles de métiers comme le marketing, où il y a beaucoup de métiers du digital, le taux de féminisation est beaucoup plus fort, voire il y a plus de femmes que d'hommes. Donc tout ça voire y compris dans les métiers de l'actuariat, où on a à peu près 50% de femmes, des métiers qui évoluent beaucoup plus vers les data sciences, et on a 50% de femmes dans la famille actuariat. Mais si vous voulez des informations plus complètes sur l'initiative qui a été menée, qui s'appelle Femmes Numérique, avec le secrétaire d'État au numérique, donc vous allez sur le site, et puis il y a tout ce qu'il faut dedans, d'accord. Une autre question?
Oui, moi je voulais revenir, s'il vous plaît, je voulais revenir à l'Observatoire des métiers des assurances et au référentiel, enfin à l'actualisation de la nomenclature, Oui. parce que vous avez dit au départ que les travaux menés par le CIGREF pouvaient inspirer peut-être. Oui. Alors est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes? Oui, alors c'est un chantier donc, que nous engagerons fin 2019. Et qui débutera vraisemblablement déjà par une réflexion sur ce que l'on attend d'une nomenclature des métiers de l'assurance. Donc on ne pourra pas faire l'économie avant de poser une structure, une nomenclature pour quoi faire, pour quelle destination, pour quel usage, pour quel utilisateur. Donc est-ce que c'est une vitrine supplémentaire dont l'assurance cherche à se doter pour attirer des jeunes, et notamment des jeunes femmes dans le secteur de l'assurance, ou est-ce que ça vise aussi à renseigner les RH dans les recrutements, les managers, les collaborateurs qui sont en réflexion sur leur parcours professionnel. Voilà, donc on aura une réflexion globale qui nous guidera, et on lancera ce chantier sur la fin de 2019, donc pour vraisemblablement une production, enfin une mise en perspective en 2020. Oui, et sur la manière dont la nomenclature du CIGREF peut nous interpeller, citons quelques points qui ont été cités. Ce concept de rôle. Par ailleurs, l'apparition de nouvelles familles de métiers que nous n'avons pas, par exemple tout ce qui concerne la gestion des prestataires extérieurs. Il y a également dans la nomenclature du CIGREF le fait qu'à la différence de notre nomenclature, les métiers du management et les métiers de la conduite du projet ont été autonomisés et sont des métiers transversaux, entre guillemets, alors que chez nous, ils restent en inclusion dans chacune des familles de métiers traditionnels. Voilà. Etc. Ça ne dit pas qu'on va appliquer, je dirais, la démarche du CIGREF sans autre réflexion, mais à minima, c'est autant de points d'interrogation et de débat et d'instruction qu'il nous faut absolument avoir avant d'actualiser, peut-être plus qu'actualiser, refonder notre propre nomenclature. Une dernière question? Oui, Christophe, le retour. Attends, parce que le micro arrive. Par rapport au manque de ressources donc pour venir travailler dans le digital, dans l'informatique, etc., on a parlé des ressources internes, on a parlé des futurs diplômés, etc. Mais il y a un vivier, alors je ne connais pas bien le sujet, mais ça m'est venu comme ça, je me suis dit, il y a quand même, aujourd'hui on parle du chômage, il y a des centaines de milliers de gens qui sont au chômage. Est-ce qu'il n'y aurait pas une filière à monter pour pouvoir venir chercher des personnes sans emploi, et un peu comme l'a fait Xavier Niel avec son école 42, là, dans le principe, mais sur d'autres fonctions du digital, par exemple. Sans doute, oui, ça paraît de la bonne logique. Alors après, ça dépasse largement le cadre de cet observatoire, bien évidemment. Mais oui, c'est sans doute une réflexion. Promouvoir les filières qui recrutent, oui, bien évidemment. Il y a malgré tout effectivement des besoins de formation, et on est plus à travailler sur des schémas de partenariat avec des écoles, et donc favoriser la mise en place d'écoles pour favoriser les formations et ensuite pouvoir intégrer. Pour ce qui concerne la Massif, par exemple, nous sommes à l'initiative et nous portons l'initiative sur le bassin niortais de la mise en place de parcours de formation avec les autorités territoriales pour mettre en place des formations diplômantes sur les métiers du numérique. Et ça favorise effectivement l'inclusion par l'emploi de personnes d'horizons très différents, que jeunes ou moins jeunes, quel que soit le parcours de chacun. Bien, merci. Je vous propose d'enchaîner. De toute manière, on pourra toujours revenir à l'occasion du cocktail. Hein, nos intervenants y sont bien évidemment invités. Merci à tous les trois.